Faisons une comparaison très simple. Prenons un ours en peluche, un objet classique d'attachement pour un enfant, et comparons-le à l'un de ces chatbots émotionnels. Je vois où vous voulez en venir, mais je me demande, en quoi la peluche diffère-t-elle de l'IA? Les deux sont après tout des objets manufacturés, conçus pour rassurer. La différence réside dans l'origine de l'émotion. L'ours en peluche est totalement inerte. Il a ce que les chercheurs appellent une agence zéro. Il ne fait rien. Par conséquent, pour qu'il devienne réconfortant, c'est l'enfant qui doit fournir tout le travail intérieur. L'enfant projette son identité, crée une histoire partagée à travers l'usure du tissu. L'émotion est purement humaine. Elle part de l'enfant, rebondit sur l'objet inerte et lui revient. C'est un miroir sain. L'IA, en revanche, possède une agence fine, Une agence fine, c'est-à-dire qu'elle a la capacité d'exécuter une courtoisie programmée. Elle mime les codes sociaux de la conversation, elle dit «je comprends ta douleur», tout ça, mais elle ne ressent rien. Elle n'a aucune agence épaisse, aucune véritable expérience intrinsèque de l'existence. L'illusion ici n'est pas un exercice d'imagination de la part de l'utilisateur. Elle est activement imposée par un système qui se fait passer pour un autre. L'IA singe l'empathie, et cette asymétrie crée une relation profondément trompeuse. Ce n'est plus un miroir, c'est un leurre. Je suis désolé, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Vous êtes en train d'idéaliser le rapport à l'objet inerte, la peluche, pour mieux diaboliser l'interactivité de l'objet moderne. Mais ce leurre, comme vous l'appelez, est à la base de nos plus profondes structures de croyance. Faisons un saut dans l'ancienne Égypte. Les statues monumentales des dieux dans les temples n'étaient pas silencieuses. Elles rendaient des oracles, elles parlaient aux fidèles. Par un subterfuge, bien sûr. Tout à fait. Un prêtre se glissait dans une cavité creusée à l'arrière ou sous la statue et utilisait une sorte de porte-voix acoustique. Mais le point crucial est là. Ce subterfuge n'était pas perçu comme un défaut du système par ceux qui l'organisaient. L'illusion était le mécanisme même par lequel la connexion spirituelle et émotionnelle se réalisait. Norbert Wiener, quand il a fondé la cybernétique en 1942, l'a compris brillamment. Pour lui, si l'on veut comparer des entités, ce qui compte, ce n'est pas leur composition physique, qu'ils soient faits de chair, de pierre ou de silicium, c'est leur comportement de communication. Si un agent affectif participe correctement à notre écosystème d'information, s'il communique de façon adéquate, pourquoi exiger qu'il possède une agence épaisse, c'est-à-dire qu'il souffre biologiquement, pour valider l'échange? C'est un anthropocentrisme totalement dépassé. Je comprends pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous donner une perspective différente. Une perspective qui ne s'arrête pas à la surface de la communication, mais qui regarde ce que cette surface provoque à l'intérieur de notre boîte crânienne. Wiener se contente d'observer si le message passe. Moi, je regarde l'impact physiologique et neurologique de ce transfert. Parce que la surface ne suffit pas à tromper le cerveau humain sur le long terme sans laisser de traces.